Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique. Ici, on reçoit celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Laure Verhaeghe, cofondatrice, directrice générale de l'Indosphère, plateforme de financement participatif qui est dédiée à la transition énergétique et écologique. Connaissez-vous les coproduits? Ce sont des produits agricoles valorisables dans l'alimentation animale, un enjeu majeur de business et d'économie circulaire pour la filière. Ce sera notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai My Lovely Planet et son fondateur Clément Lebras. C'est un jeu vidéo. Voilà pour les titres. Smart Impact, c'est tout de suite sur Bismart. Bonjour Laure Verhaeghe, bienvenue. Merci. Vous êtes donc la directrice générale de l'Indosphère que vous avez créée en 2014. Avec quel objectif, en quoi elle se différencie d'autres plateformes de financement ? L'Indosphère est une plateforme de financement participatif qui est dédiée au financement des énergies renouvelables, des projets qui contribuent à la transition énergétique. L'objectif, c'est de permettre aux particuliers de choisir à quoi sert leur argent et de pouvoir lui donner un impact positif. Ça veut dire combien de projets depuis 2014 ? Combien de projets financés ? Pour quel montant ? Vous venez de passer un cap, c'est ça ? Sur l'Indosphère, 270 projets d'énergie éolienne, solaire, méthanisation, réseau de chaleur ont été financés pour plus de 100 millions d'euros qui ont été investis, donc soit en dette, soit en actions, par notre comité d'investisseurs. Et vous parlez justement, effectivement, 18 000, j'ai trouvé ça sur le site, 298, c'est précis, prêteurs inscrits. Est-ce que vous considérez que c'est une communauté d'une certaine façon ? C'est une communauté d'investisseurs qui viennent pour des raisons et des motivations qui sont complémentaires. Certains viennent pour l'attractivité des projets qu'on propose, avec un rendement de 5,05% qui est proposé sur la plateforme en moyenne. D'autres viennent pour donner du sens à leur épargne et être certains que leur argent est utilisé pour financer la transition énergétique, ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs dans des produits classiques de livret ou d'assurance vie. Et certains viennent encore pour des projets de proximité pour financer en circuit court les projets de leur territoire. Est-ce qu'il y a un profil sociologique type de cette communauté ou des membres de cette communauté ? C'est très large. On a de l'éco-épargnant averti qui vient pour vraiment être certain de contribuer à la transition énergétique, jusqu'à des professionnels de l'investissement, aujourd'hui de plus en plus nombreux, qui souhaitent diversifier leur allocation d'actifs et investir une partie croissante de leur patrimoine dans des projets qu'ils vont considérer comme résilients aux impacts qui viennent liés au dérèglement climatique. Donc c'est quoi ? C'est de l'éolien, du photovoltaïque essentiellement, exclusivement ? Alors éolien et photovoltaïque en majorité, quelques projets de réseau de chaleur également, de cogénération, de biomasse et bientôt d'hydro. Alors, qui sont vos partenaires ensuite industriels pour mener à bien ces projets ? Nous travaillons avec les grands noms du secteur des énergies renouvelables, donc par exemple des filiales de grands groupes comme EDF Renouvelables, comme CNR, qui est un des acteurs pionniers dans le secteur, et également des PME et des ETI qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont des acteurs indépendants sur le territoire français. L'Agence internationale de l'énergie appelle à l'abandon total des investissements dans les projets d'énergie fossile et de multiplier par 4 les projets éoliens et solaires. Est-ce que vous considérez qu'il y a urgence aujourd'hui, comme la plupart, l'immense majorité des scientifiques ? Il y a une urgence climatique qui est indéniable. L'ONU vient encore de publier une nouvelle étude en mai qui annonce que l'élévation de plus 1,5 degré, c'est pour 2025. C'est pas pour 2050, c'est pas pour 2100, c'est pour 2025. Donc il y a une urgence à agir et à réduire drastiquement nos émissions de CO2. Et les deux leviers pour le faire, c'est la transition énergétique, de basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, et c'est de financer ces énergies renouvelables. Alors, il y a urgence, moi je suis d'accord avec vous, il y a la question de la maîtrise de la situation et de la montée en puissance des énergies renouvelables. Stéphane Bern, fort de sa mission pour la défense du patrimoine, s'est fendu une tribune contre l'éolien, c'était dans le Figaro le week-end dernier. Il dénonce, je cite certains passages, la supercherie d'un système qui n'est en rien écologique et renouvelable, qui prospère à coup de subventions européennes, qui ne fonctionne que 25% du temps et nécessite l'aide de centrales à charbon. Alors voilà, c'est une tribune radicale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est une tribune qui va concentrer l'ensemble des
de la désinformation qu'il y a autour de l'éolien. Donc vous dites qu'il est mal informé, Stéphane Bern, quand il dit ça. Je ne dis pas qu'il est mal informé, je dis qu'il tourne dans une volonté anti-éolienne des informations sur l'éolien. Il y a un document qui est très bien fait par le ministère de la Transition énergétique qui publie un vrai faux sur l'énergie éolienne et qui permet de mettre les points sur les i sur l'ensemble des fake news liées à l'éolien. Et j'invite à le lire et à le retrouver sur le site du ministère. Je vais prendre un seul passage. Le fait que ça ne fonctionne que 25% du temps, c'est un vrai ou un faux, ça? Non, l'intermittence de l'éolienne, c'est un sujet qui est faux, évidemment. La disponibilité d'une machine est de l'ordre de 90-95%. Le reste du temps, c'est la maintenance ou d'autres sujets liés à l'exploitation d'une machine industrielle. Mais il n'y a pas toujours suffisamment de vent pour qu'elle tourne. Après, il y a une question de vent. Et c'est pour ça que l'énergie éolienne doit s'inscrire dans un mix énergétique cohérent, compétitif et rentable, à la fois pour les territoires qui accueillent les projets d'énergie renouvelable et pour le pays. Oui. Alors, l'un des obstacles à lever pour les opérateurs de l'éolien que vous accompagnez, c'est le fameux syndrome NIMBY. On en a parlé souvent ici pour Not in my backyard, pas de ça dans mon quartier, pas de ça. Chez moi, on avait notamment fait un débat sur l'éolien maritime avec un projet au large de l'île de Groix, où on voit que malgré plus de 6 mois de discussion avec toutes les parties prenantes, le lieu, le site lui-même n'avait toujours pas été choisi. Alors, votre système de financement participatif, est-ce qu'il permet de lever une partie de ces freins locaux? Le financement participatif permet de changer la perception de l'installation éolienne ou photovoltaïque sur son territoire, dans la mesure où il permet une redistribution des retombées économiques au niveau individuel et local. Je suis riverain d'un projet, via l'Endosphère, je peux financer l'installation qui est sur mon territoire. Et ce qu'on observe, c'est que plus de 80% des investisseurs sur la plateforme, et c'est une enquête YouGov qu'on a réalisée, sont favorables à une installation d'énergie éolienne à moins de 10 km de chez eux. D'accord, donc ça, mais ça c'est un peu, entre guillemets, virtuel. C'est-à-dire que quand le projet arrive, c'est là que les boucliers sortent parfois. Donc, est-ce que la question, alors ça c'est pas de votre responsabilité, évidemment c'est de la responsabilité de vos partenaires industriels, mais le choix du site, le lieu, est-ce qu'on est suffisamment pointu là-dessus pour justement éviter le syndrome NIMBY? Alors, le choix des sites est très compliqué, il est très cadré. Oui. On ne peut pas s'installer à moins de X mètres, centaines de mètres d'une maison, d'une autoroute, d'une ligne TGV, d'une ligne haute tension. Donc, le foncier disponible est déjà très très bien délimité. Ensuite, le travail du développeur éolien, c'est de pouvoir, dans une logique de concertation et d'appropriation locale du projet, d'associer au maximum les riverains, à la fois dans la définition du projet, de l'implantation des éoliennes et dans les retombées économiques du projet. Pour les collectivités, les retombées fiscales, pour les riverains, via notamment le financement participatif. Et c'est pour ça que dès 2014, on a travaillé très rapidement avec beaucoup de développeurs éoliens qui étaient en attente d'une solution simple pour justement associer les riverains au financement des projets, que ce soit en dette ou en prise de participation, avec des résultats qui sont très bons. On passe beaucoup de temps, nous, sur les territoires, dans le cadre de réunions d'information, de permanence, à accompagner les porteurs de projets pour bien expliquer le projet et bien expliquer comment on peut investir et avoir des retombées économiques dans ce projet. C'est moins compliqué avec le photovoltaïque ? Le photovoltaïque pose d'autres enjeux, notamment liés au foncier, parce que ça prend une plus grande emprise. Et là, une des réponses qui est apportée et qui va se développer beaucoup dans les prochaines années, c'est de l'agrivoltaïsme. C'est comment, avec une production alimentaire principale, je couple d'une production solaire qui va venir accompagner et consolider la production agricole. Donc c'est notamment des serres photovoltaïques, c'est des panneaux qui sont bifaciaux et qui permettent aux tracteurs de passer entre les panneaux, et beaucoup de solutions et d'innovations. De persiennes aussi, qui Exactement. peuvent abriter. Quand on en a besoin, abriter et faire baisser la température. La finance verte, on le dit souvent ici, c'est un mouvement de fond. Vous affichez une croissance moyenne de 50% par an. Est-ce que la tendance est maintenue en 2020 ? La tendance a non seulement été maintenue, mais elle a été accélérée. Ouais. Ce qu'on a observé, c'est que la prise de conscience de la nécessité du monde d'après s'est accélérée depuis la crise sanitaire, qui est en partie liée à la crise écologique que nous connaissons. Et donc, ce qu'on a vu, c'est une croissance forte du nombre d'inscrits sur la plateforme et des montants financés via l'Endosphère dans les projets que nous proposons.
Merci beaucoup, merci Laure Vérac. Bon vent à l'Indosphère, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On parlait des moyens de valoriser une exploitation agricole. Justement, les coproduits au programme. Comment la filière agroalimentaire peut-elle mieux valoriser ses coproduits? C'est le thème de notre débat aujourd'hui avec Éric Delorence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Scale. Et puis avec nous en visioconférence, Benoît Rouillet, animateur du Comité national des coproduits. Je commence avec vous, Benoît Rouillet. Bonjour. Peut-être une définition. C'est quoi un coproduit? Bonjour. Alors tout d'abord, un coproduit, il se différencie d'un déchet pour nous. Il doit respecter une recommandation, une réglementation particulière. Dès lors qu'il est valorisé pour nous en alimentation animale, il doit respecter la réglementation de l'alimentation animale. Et donc parfois, il fait même l'objet d'une cotation pour les coproduits comme des tourteaux. Mais en tout cas, ce sont des aliments qui doivent respecter des normes techniques, sanitaires, parce qu'on ne nourrit pas nos animaux d'élevage avec des déchets. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Donc, ce sont des produits de l'agriculture qui sont ensuite utilisés pour l'alimentation animale. On a bien compris. Vous avez des exemples? Oui, tout à fait. On a plusieurs exemples. Vous en avez quelques-uns sous les yeux, mais je vais vous en donner peut-être un ou deux un peu plus emblématiques autour de, par exemple, la betterave, qui est transformée chez nous en sucre et qui donne lieu à une production de pulpe qui se retrouve ensuite dans l'alimentation majoritairement des bovins. Donc on est vraiment là sur une démarche d'économie circulaire et de valorisation du coproduit qui est issu d'une industrie qui nourrit l'homme. Donc c'est extrêmement intéressant d'un point de vue technique et économique pour l'éleveur et d'un point de vue circularité des produits. Et d'ailleurs, il y a énormément d'éleveurs qui témoignent dans ce sens sur les réseaux sociaux et notamment une communauté France AgriTweetos que je salue. Oui. Alors, on pourra donner d'autres exemples. Éric Delorence, vous êtes... Scale, c'est une agence de design, c'est ça? Scale, c'est... non, alors moi, je suis designer de formation, mais Scale, c'est une société qu'on a créée il y a 3 ans maintenant, qui produit et invente et produit des matériaux qui sont biosourcés et ocean friendly. Oui, et qui sont, alors c'est vrai que vous êtes designer, j'ai un peu, voilà ce que je voulais dire, mais qui sont à base d'écailles de poisson, c'est ça? C'est ça, alors on fait ça la scalite? La scalite, parce que scale en anglais veut dire écaille, et que lithos en grec veut dire pierre, exactement. De la pierre d'écaille. Et il se trouve que notre matériau donc, ressemble à de la pierre, donc littéralement la pierre d'écaille. Voilà. Donc votre matière première sont des écailles de poisson. Ça, on fait quoi avec ça? Parce que il y a quand même le designer qui parle. Ça peut devenir des objets derrière. Ah, bien entendu, il y a le designer qui parle. Alors. Nous, on vise évidemment le mobilier et l'aménagement d'intérieur, notamment sur des projets de retail, sur des projets d'aménagement d'hôtellerie, de restaurants, etc. Ouais. Donc ça veut dire que de l'écaille, ça peut devenir quoi? Ça peut devenir un meuble, ça peut devenir, je sais pas, des lunettes par exemple, c'est possible ça? Jusqu'où ça va dans l'utilisation comme le vôtre? C'est un matériau qui a, comme tous les matériaux, ses propres propriétés. Ouais. Nous, c'est un matériau qui est assez rigide, comme vous pouvez le voir, et qui du coup est applicable sur seulement un certain nombre d'applications. Typiquement, on pourrait faire du mobilier, on pourrait faire des tables, on pourrait faire des tabourets, on peut faire des comptoirs d'accueil, mais on peut aussi faire en architecture. Il y a énormément de parements mural qui est purement décoratif, auquel on peut ajouter ensuite des fonctionnalités d'acoustique, etc. Nous, c'est ce marché-là qu'on vise. D'accord. Alors sur votre site, j'avais vu une paire de lunettes, donc c'est pour ça qu'on a mis quand des écailles deviennent lunettes. Mais bon, c'est pas. C'était un des premiers, parce que quand on commence un projet comme ça, on se pose vite la question de comment valoriser le mieux et le plus vite. Et effectivement, quand on a commencé avec ces écailles, on souhaitait apporter une solution au problème des plastiques dans les océans. Ouais. On s'est vite aperçu que juste mentionner le terme plastique, ça vous portait préjudice.
et ça portait préjudice au développement et voilà. Donc on s'est rabattu sur plutôt du mobilier et de l'aménagement intérieur. Benoît Rouillet, c'est un bon exemple qu'on vient de voir avec la Scalite. Est-ce qu'il y a encore d'autres trésors comme ça potentiels, d'autres coproduits qui sont méconnus ou sous-exploités ? Alors je dirais que dans les compétitions d'usage, nous, dans une enquête de 2018, on a identifié à peu près 12 millions de tonnes de matières sèches de coproduits générés en France. Et puis on a essayé de regarder un peu quels étaient les usages. Bon, pour nous, l'alimentation animale, on valorise à peu près les 3/4. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, je pense que sur ce coproduit en question, on n'est pas en compétition, puisqu'on a des usages très différents et qu'il n'est pas question, je pense, pour nous, êtres humains ou alimentation animale, de consommer ces écailles. Mais il existe des endroits où il y a de la compétition, notamment autour de la méthanisation, de la production d'énergie. Donc ça, c'est des choses qu'on prend en compte dans l'organisation des filières et dans l'accès aux éleveurs à ces ressources. Est-ce que justement c'est, Benoît Rouillet, l'un des freins au développement de la valorisation des coproduits, il faut quoi ? Il faut créer une filière en quelque sorte ? Alors ce qui est certain, c'est que oui, il faut créer une filière dans la mesure où ça sort d'une industrie agroalimentaire, il faut pouvoir le transporter, le stocker, parfois le reformuler pour que ça arrive, je dirais, jusqu'à la gueule des animaux. Donc la filière, elle est totalement imaginée en termes de logistique, en termes de réglementation et en termes de suivi sanitaire. Vous pouvez avoir des filières très bien établies comme la pulpe de betterave que j'ai citée. Et puis par exemple, je ne sais pas si vous êtes un amateur de bière, mais avec le développement des brasseries locales, il peut y avoir des opportunités locales pour valoriser par exemple des drèches de brasserie par des animaux d'élevage. Mais dans ce cas-là, on est sur quelque chose de très ponctuel et qui va voyager, je dirais, à 10-15 km autour de la brasserie. Mais si on prend l'exemple de la pulpe de betterave, qui est sans doute, c'est là qu'il y a le gisement le plus utilisé aujourd'hui, peut-être, Benoît Rouillet, c'est quoi la filière ? Alors, les trois filières qui génèrent le plus de coproduits aujourd'hui sont la filière des oléoprotéagineux, donc la production d'huile, de colza, de tournesol qui génère des tourteaux. Vous avez tout ce qui va être sucrerie, que je viens d'évoquer, et puis vous avez également l'amidonnerie-féculerie à base de pommes de terre ou de céréales, qui va générer également de nombreux coproduits. Donc ce sont les trois principales filières qui sont aujourd'hui, je dirais, des gisements captifs. Ces coproduits-là sont très bien utilisés. Éric de Laurence, vous en êtes où de la commercialisation de ce nouveau matériau à base d'écailles de poisson, de la Scalite ? Alors, on a eu un certain nombre d'années de développement et on a lancé le produit officiellement en janvier 2021. Donc on en est au tout début de notre histoire, encore. Et on a déjà un nombre de leads et de développement en cours assez qui nous rendent optimistes sur la suite. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça veut dire qu'il y a des clients potentiels, énormément de clients potentiels, des grands groupes de tous secteurs confondus, que ce soit de l'automobile, le luxe, l'horlogerie, le retail. Il y a énormément de gens intéressés, et je pense que d'une manière générale, pas seulement sur la Scalite, il y a une vraie appétence sur ces matériaux biosourcés et ocean friendly. Ouais. Vous avez déjà fait un premier chantier, participé à un premier chantier, ou c'est en cours ? C'est en cours. On va commencer par des mini chantiers. On a un mini chantier pour une galerie parisienne. Et puis on est en conversation avec des fabricants de mobilier, on est en conversation avec des architectes. Voilà, donc aujourd'hui, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Oui, et puis tous ces contacts, effectivement, vous rendent optimiste. Benoît Rouillet, pour terminer, est-ce qu'il y a une question de manque d'informations pour développer encore la filière des coproduits, d'après vous ? Ce qu'on essaie de combler, en tout cas, nous on est là pour ça, on essaie de combler les défauts d'information à la fois sur les volumes, la saisonnalité des disponibilités, la valeur nutritionnelle pour nos animaux. Donc ça, c'est très important. Et puis, je terminerai en rappelant qu'en fait, les animaux, ils ont ce positionnement central autour de la valorisation de ces coproduits, c'est qu'ils transforment des ressources que nous, êtres humains, ne savons pas valoriser dans notre alimentation, en ressources consommables par l'homme, c'est-à-dire du lait et de la viande. Et l'aspect le positionnement de recicleur des animaux doit être souligné d'un point de vue sociétal. Et puis, tiens, j'ai oublié de vous poser la question, ça peut représenter quel pourcentage du chiffre d'affaires d'une exploitation, les coproduits ?
Alors, pour les exploitations, c'est pas vraiment un chiffre d'affaires puisque ça va être des achats. Donc ça peut représenter une part de charge non négligeable, sachant que l'alimentation, c'est une part des charges opérationnelles très importante, puisque les animaux mangent beaucoup et tous les jours. Donc dans ces cas-là, effectivement, la négociation sur le prix du coproduit et le prix d'achat, c'est une décision stratégique pour l'éleveur. Oui, mais alors, peut-être que je n'ai pas compris quelque chose, mais quand on produit de la betterave, la pulpe de betterave, ça devient quand même une part de son chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, pas pour l'éleveur, mais pour l'entreprise qui fabrique le sucre, pour l'industriel qui fabrique le sucre. Donc il y a différentes façons de procéder. Il y a des éleveurs qui sont planteurs de betteraves et qui vont récupérer de la pulpe issue de la sucrerie. Et puis les éleveurs qui ne sont pas planteurs de betteraves, donc qui ne livrent pas de betteraves, qui veulent acquérir de la pulpe, ils sont obligés de l'acheter à l'industriel du sucre. Eh bien voilà, ça valait le coup que je vous pose la question parce que je n'avais pas bien compris. Merci beaucoup, merci Benoît Rouillet, merci à vous Éric Delorence, bon vent à votre nouveau matériau là, Scalit, c'était passionnant. On passe à Smart Ideas tout de suite et si on jouait à un jeu vidéo ensemble. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. My Lovely Planet dans Smart Ideas, la bonne idée du jour est signé Clément Lebras, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de My Lovely Planet. Vous l'avez créé quand ? C'est un jeu vidéo, c'est ça ? Exactement. Alors My Lovely Planet, c'est un jeu mobile gratuit dont le but en fait est de transformer toutes vos actions du jeu en impact positif réel pour l'environnement. Et donc c'est un jeu qu'on a créé, sur lequel on travaille depuis un peu plus de 6 mois. D'accord, donc vous êtes encore en phase de développement. Hein. Exactement. Il va y avoir quoi vous êtes en phase même de financement participatif, c'est ça ? C'est ça. On a lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank. Et en fait, n'importe qui peut nous aider pour le développement du jeu à partir de 5 €. Et voilà, il y a tout un tas de contreparties vraiment sympas. Donc on peut nous aider pour le développement du jeu. Donc ça veut dire que vous espérez avoir une première version du jeu dans combien de temps ? Alors là, on travaille dessus depuis plusieurs mois. Et on va avoir une première version du jeu en version bêta fin juin, et ensuite on aura un lancement à l'automne pour la version publique à l'international. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ? J'ai regardé la vidéo que vous avez placée sur le site de financement participatif, et vous partez du constat du temps et de l'argent, du temps passé et de l'argent généré par les jeux vidéo, c'est ça ? C'est ça. En fait, on ne se rend pas compte, mais le jeu mobile, c'est un gouffre de temps énorme. Enfin, j'ai fait un petit calcul, en gros, c'est 5 millions d'années qu'ont passé les êtres humains à jouer sur leur smartphone en 2020. Donc c'est absolument colossal. Hein. L'apparition de l'être humain, c'est il y a 300 000 ans. Oui. Donc c'est énorme. Et en termes de revenus générés, c'est énorme aussi. C'est 80 milliards de dollars générés en 2019. Et donc l'idée, c'est de dire, bah voilà, tout ce temps qu'on passe à jouer sur son téléphone et tout cet argent, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'environnement ? Mais alors on fera quoi ? Imaginons, là, j'ai la version bêta, je joue à quoi en fait ? Alors très concrètement, en fait, vous allez avoir une petite île que vous allez développer. Donc là, vous allez planter vos arbres, vous allez vous occuper de vos abeilles, vous allez nettoyer des déchets. Et en fait, à chaque fois que vous faites ces actions, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reverser un don à une association qui, elle, fait la même action dans la vraie vie. Donc quand, par exemple, vous avez planté un arbre, eh bien, nous, on va faire un don à une association qui va planter un arbre. Et donc, comme l'appli est gratuite, l'argent vient d'où ? Alors, l'application est gratuite, c'est-à-dire qu'on peut jouer gratuitement, et l'argent, elle peut venir de 2 manières. Donc, il y aura des publicités dans le jeu. Donc, en fait, quand on veut gagner des bonus, par exemple, aller plus vite dans le jeu, eh bien, on va pouvoir regarder une publicité, ou alors on va pouvoir faire des achats, des achats, ce qu'on appelle les achats in-app dans l'application, pour, par exemple, pareil, acheter des bonus, acheter des objets de décoration. On aura aussi tout un tas de mini-jeux pour, voilà, comme ça, quand vous avez une petite pause de 5 minutes ou que vous attendez votre bus, vous faites 2-3 parties et vous pouvez aussi acheter des mini-jeux dans le jeu. Est-ce qu'il y a une dimension un peu pédagogique aussi dans votre démarche ? Alors complètement, puisque au-delà de l'impact justement généré par les associations qu'on va pouvoir financer, notre but c'est aussi de faire de la sensibilisation. Et donc du coup, par exemple, quand vous allez planter un arbre, on va vous expliquer voilà, quelles sont les causes de la déforestation, comment est-ce que dans votre consommation quotidienne, vous pouvez agir justement contre la déforestation, sur par exemple la pollution aussi également, donc sur le fait de pourquoi c'est important par exemple de jeter ses mégots à la poubelle, de ne pas jeter ses mégots dans la rue, ce genre de choses. Donc ça c'est aussi quelque chose qui sera très important dans le jeu. Donc le jeu est gratuit, vous reversez la pub aux associations, mais vous gagnez de l'argent quand même ? Vous gagnez de l'argent comment ? Alors nous, on est une entreprise sociale, donc on a un business model et on gagne de l'argent. En fait, on ne va pas tout reverser aux associations. Oui. Nous, on va verser 15%
de notre chiffre d'affaires aux associations. Et en fait, on se finance avec les 85% restants. D'accord. L'idée, c'est de créer une communauté aussi. Exactement. En fait, au-delà de l'argent reversé, l'idée, c'est vraiment de créer une grande communauté au niveau international de gens engagés pour l'environnement grâce aux jeux mobiles. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, des jeux comme Candy Crush, voilà, que je pense aujourd'hui tout le monde connaît, ont plus de 300 millions de joueurs actifs. Donc en fait, nous, notre objectif, c'est créer une communauté de 100 millions de joueurs. Donc c'est ambitieux. C'est très ambitieux, mais c'est tout à fait c'est faisable. Ce sera difficile, mais c'est faisable. Et en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, demain, est-ce qu'on peut créer une communauté de 100 millions de personnes au niveau international pour agir sur l'environnement, sur des problématiques concrètes et d'actualité. Si ça marche, il va y avoir trop d'arbres à planter, méfiez-vous, quoi. Je pense qu'il n'y aura jamais trop d'arbres à planter, et puis on ne va pas faire que de la reforestation, on va faire aussi de la protection de forêts primaires, ce qui est aussi très important, protection d'espèces menacées aussi, donc je pense que vous en faites pas, il y aura de quoi faire. Il y a suffisamment de causes et d'associations à aider. Merci beaucoup, c'était My Lovely Planet dans Smart Ideas. Merci Clément Lebras. Merci à vous. Bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain, 9h, midi, 20h30, ou alors, quand vous le souhaitez, sur bismart.fr. Évidemment, salut à toutes et à tous. Merci.